Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au mouvement. Pour introduire cette vidéo, observons la situation suivante. Nous avons à notre disposition une balle de tennis de masse 60 grammes et une boule de pétanque de masse 640 grammes. Dit autrement, la boule de pétanque est environ 10 fois plus lourde que la balle de tennis. Imaginons l'expérience suivante. Nous plaçons ces deux objets à la même hauteur par rapport à un bac à sable et nous les laissons tomber. La question que nous allons nous poser, c'est quel est l'objet qui va arriver en premier au niveau du bac à sable? Dit autrement, quelle sera la plus rapide? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les différents outils que l'on utilise en mécanique pour décrire le mouvement d'un objet et ensuite nous verrons les deux sous-disciplines de la mécanique que sont la cinématique et la dynamique. Quel outil allons-nous utiliser? Alors, premier outil, en fait, ce n'est pas un, c'est une définition. En mécanique, ce qu'on appelle un système, c'est l'objet d'étude. Par exemple, imaginons que je veuille étudier le déplacement d'une voiture ici. Donc ça sera mon système. Et chaque objet d'étude, ou chaque système en mécanique, est caractérisé par une masse. Par exemple, là, je vais indiquer la masse de la voiture, 800 kg. Deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le modèle du point matériel. Alors un modèle, vous vous rappelez, c'est ce qui nous permet de décrire la réalité et souvent de la simplifier pour pouvoir l'étudier simplement. Donc ici, ce modèle va consister à dire que la voiture, je vais la remplacer par un point, c'est ce point rouge que vous voyez ici, qui n'a pas de volume, mais qui aura par contre la même masse que mon objet d'étude. Le point rouge va représenter ma voiture, et c'est à partir de ce point rouge que je vais exprimer les forces, les vitesses, etc. Vous voyez, ce point rouge peut aussi le faire apparaître sur l'objet d'étude, et il est situé au centre de masse, ou on peut appeler ça aussi le centre de gravité. Troisième outil, c'est la notion de vecteur, qu'on avait déjà vu dans le chapitre précédent. Je vous montre dans quelle situation on utilise l'outil vecteur en mécanique. Par exemple, si je veux décrire le mouvement de ma voiture, de mon objet d'étude ici, je vais définir sa vitesse. Donc là, en faisant apparaître le vecteur vitesse là, je dis que la voiture se déplace horizontalement de gauche vers la droite et la longueur de la flèche indique l'intensité de la vitesse. Et vous voyez, par rapport à mon modèle du point matériel, je peux aussi l'appliquer ici. De la même façon, vous voyez qu'en mécanique, on va utiliser la notion de force et je peux aussi appliquer la force ici et là. Donc retenez qu'un vecteur va contenir trois informations: la direction, par exemple ici le vecteur vitesse et force avec pour direction une direction horizontale, et le sens, pareil, là nos deux vecteurs avaient un sens, on va dire vers la droite, et la norme. La norme, alors déjà retenez qu'elle est toujours positive. C'est comme une masse, une distance, une norme ne peut pas être négative, c'est toujours positif. Et cette norme va indiquer si la vitesse ou la force sont plus ou moins intenses. La norme apparaît au niveau de la longueur ici de la flèche. Plus la flèche sera longue, plus la norme sera importante. Alors là, je vous refais apparaître cette relation que je ne veux pas voir sur vos copies, etc. Pourquoi? En fait, en écrivant ça, vous dites mon vecteur force, avec la flèche au-dessus là, est égal uniquement à sa norme. C'est faux. En fait, c'est incomplet. Vous n'avez précisé ni le sens, ni la direction. Donc ça, il ne faut pas l'écrire. Si vous voulez exprimer que la norme, en fait, vous écrivez F sans la flèche égale 10 newtons. Qu'est-ce que la cinématique? La cinématique, c'est la description du mouvement des objets dans l'espace, en fonction du temps, sans se préoccuper de la cause, c'est-à-dire de ce qui va entraîner son mouvement. Pour cela, on va utiliser trois vecteurs. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le vecteur position, qui va nous permettre de repérer où se trouve l'objet dans l'espace. Ensuite, il va y avoir le vecteur vitesse, qui va nous indiquer si l'objet se déplace et est-ce qu'il a une grande vitesse ou une petite vitesse. Et troisième vecteur, c'est le vecteur accélération, qui va nous permettre de savoir si la vitesse varie dans le temps. Nous, en première, on va restreindre le mouvement au mouvement rectiligne, selon la même direction. À ce moment-là, on va projeter nos trois vecteurs-là sur l'axe sur lequel va se déplacer notre objet. Ces projections de vecteurs, contrairement à la norme, vont pouvoir être positives ou négatives s'ils sont dans la bonne direction de notre repère ou dans le sens inverse de la définition du repère. Nous, on aura trois grandeurs non vectorielles
dite algébrique, x qui va nous donner la position de l'objet, v sa vitesse et a son accélération. À présent, nous allons passer en revue et essayer de définir les trois grandeurs que l'on utilise en cinématique, la position, la vitesse et l'accélération. Commençons par la position notée x. Posons-nous la question suivante, de quoi a-t-on besoin pour repérer la position d'un objet lors d'un mouvement rectiligne? On a besoin de trois choses. La première chose, ça va être ce qu'on appelle un axe orienté. Je vous le fais apparaître ici. Donc, comme nous, on a un mouvement rectiligne, donc le mouvement va se faire selon cette direction-là. Et orienté, vous voyez, je définis un sens, donc ce sera ici vers la droite. Deuxième chose dont j'ai besoin, c'est une origine. Donc cet axe orienté, je fais apparaître un point que je note O et qui va correspondre à mon x égale 0. Et enfin, je vais définir ce qu'on appelle un vecteur unitaire, u de x, u comme unitaire, x c'est le nom de mon axe. Vous voyez la direction et le sens de ce vecteur, il n'y a pas de surprise. La direction, c'est la direction de mon axe, et le sens, c'est celui que j'avais déjà donné ici avec ma flèche. Par contre, ce que m'apporte ce vecteur unitaire, c'est la norme. Unitaire veut dire que sa norme vaut 1, donc je sais que la valeur x égale 1 va se retrouver ici, etc. Et là, ce sera des valeurs négatives. Ceci, ça s'appelle donc l'ensemble, avec l'axe orienté, l'origine, le vecteur unitaire, ça s'appelle un repère. Ça permet de repérer la position de l'objet. Alors maintenant, je vais faire apparaître ce repère, le vecteur position. Imaginons que mon point M, donc l'objet que j'étudie, que j'appelle M, se trouve ici. Et voici à quoi correspond le vecteur OM. Donc je pars de haut, je vais vers M, et donc là je donne bien son sens, sa direction et sa norme, donc que vous lisez ici par rapport à la longueur de la flèche. Maintenant si je l'exprime, je peux dire qu'OM c'est x fois ux, et dans notre cas qu'on a pris en exemple ici, x vaut 5, puisque M se trouve ici, donc je peux dire qu'OM égale 5ux. Vous voyez, ux pareil, me donne la direction et le sens, et 5 permet de donner l'intensité ou la norme du vecteur OM. Mais nous, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est que signifie ce x. En fait, c'est uniquement la position de l'objet dans mon repère. Maintenant, passons à la grandeur vitesse. On va se poser la question, quel est le lien entre la vitesse et la position? Tout d'abord, on va essayer d'être simple. Si l'objet a une position constante, c'est-à-dire qu'il est tout le temps, par exemple, égal à 5, qu'est-ce qu'on peut dire de sa vitesse? Sa vitesse est nulle. L'objet ne bouge pas, il n'a pas de vitesse. La vitesse va apparaître uniquement si la position est modifiée au cours du temps. Dit autrement, la vitesse correspond à la variation de la position par rapport au temps. Mathématiquement, ça, on dit que c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et je vais vous montrer comment on le note. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu en mathématiques. Quand je dérive une fonction, par exemple, si vous dérivez la fonction y par rapport à x, en maths, vous allez noter y'. Sauf qu'ici, vous voyez, ma fonction, c'est x, c'est la position. Donc, je vais noter x', et je ne le dérive pas par rapport à x, mais par rapport au temps. C'est pour ça qu'en physique, on préfère utiliser cette notation-là, qui est une notation physique, c'est toujours la dérivée. Sauf que là, on précise bien quelle fonction on dérive par rapport à quelle variable. Donc c'est x par rapport au temps. Et ce d, en fait, il a un sens, c'est ce qu'on appelle une variation infinitésimale. Très 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 petite, non mesurable, non quantifiable. C'est juste une notation qui veut dire que c'est une variation très 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 petite. Maintenant, passons à l'accélération. L'accélération, en fait, vous allez voir, il y a un parallèle. La vitesse, on a vu que c'était la dérivée par rapport au temps, puisqu'en fait la vitesse apparaît que si la position varie dans le temps. Mais l'accélération, c'est le même principe par rapport à la vitesse. C'est-à-dire si un objet se déplace avec une vitesse constante, il n'aura pas d'accélération. L'accélération va apparaître uniquement si la vitesse varie au cours du temps. Donc je peux dire que l'accélération correspond à la variation de la vitesse par rapport au temps. Et donc mathématiquement, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc vous voyez, il y a un parallèle, sauf qu'on a remplacé x par v et v par a. Donc je peux dire que a, c'est dv sur dt, la dérivée de la fonction vitesse par rapport au temps. Qu'est-ce que la dynamique? C'est l'étude des mouvements des objets en faisant le lien avec la cause. Donc la cinématique étudie uniquement le mouvement des objets sans se préoccuper de la raison pour laquelle l'objet se déplace. Là, justement, on va lier la cause, qu'est-ce qui fait que l'objet se déplace, aux conséquences, qui est le mouvement de l'objet dans l'espace. Donc la question suivante, c'est justement, quelle est la cause du mouvement? La cause du mouvement, ce sont les forces. Pratiquement, je vais vous montrer quelles sont les 4 forces que vous devez connaître lorsqu'on étudie un objet sur Terre. Alors, il peut y en avoir d'autres, mais c'est les principales, on va dire. Donc, je reprends l'exemple de ma voiture, qui se trouve sur une route horizontale. À ce moment-là, donc, je vais faire apparaître ces 4 forces au niveau de son centre de masse, que je représentais ici. Alors la première force à connaître, et qui est incontournable sur Terre, c'est ce qu'on appelle le poids. Tout objet à la surface de la Terre est soumis à son poids. Ce poids, quelles sont ses caractéristiques? Il est vertical, c'est la direction, le sens vers le bas,
dit autrement vers le centre de la Terre, et sa norme c'est m fois g, et g sur Terre, à la surface de la Terre, est égal à 9,8 Newton par kilogramme. Pourquoi la voiture ne tombe pas? C'est-à-dire pourquoi elle ne descend pas verticalement sous l'action du poids? En fait, parce qu'il y a le support, ici la route, qui va exercer ce qu'on appelle la réaction normale du support. Donc cette force va être comme ça. Pourquoi on appelle ça une réaction? Parce qu'en fait, elle s'oppose au poids. C'est-à-dire, imaginons que la masse de la voiture diminue, le poids diminue, mais la réaction normale va diminuer. Si maintenant la masse augmente, le poids va augmenter, la réaction normale va augmenter. Cette force, son objectif, c'est de compenser le poids, tant que le support peut résister. Imaginons qu'on mette une planche en bois là, et qu'on augmente la masse de la voiture, à un moment donné, la planche en bois, s'il n'y a rien dessous, va craquer. Mais tant que le support peut résister, en fait, la réaction normale va s'opposer au poids. Donc vous voyez, ces deux forces s'annulent. Troisième force, c'est la force motrice. Imaginons que la voiture accélère, mais la force motrice va être représentée comme ça. Donc c'est la force que va générer le moteur pour faire avancer ou pour faire accélérer la voiture. Quatrième force, ça va être la force que va exercer, on va dire, l'air sur la voiture lorsqu'elle se déplace. Ce qu'on appelle une réaction tangentielle par opposition à la réaction normale. On peut appeler ça aussi la force de frottement. Elle va être dans la direction opposée au mouvement de la voiture. Donc elle, en fait, c'est une réaction au fait que la voiture se déplace. Si la voiture n'a pas de vitesse, donc si elle n'est plus immobile, cette réaction disparaît. En fait, l'action, c'est une action de frottement des molécules d'air sur la voiture, n'existe que parce que la voiture se déplace. Si elle s'arrête, elle disparaît. On considère une voiture de masse M sur une route rectiligne horizontale dans 3 situations. Alors, avant de parler des situations, nous allons d'abord préciser l'objet d'étude et les simplifications. Notre objet d'étude, c'est une voiture qui est caractérisée par sa masse. Et le point rouge, je vous rappelle ici, c'est ce qu'on appelle le point matériel qui va modéliser l'objet et il est situé au centre de masse de la voiture. Je vais apparaître ensuite mon repère. Vous voyez, donc comme mon mouvement est horizontal, selon une seule direction rectiligne, mon repère c'est un axe orienté. Ici j'ai fixé mon origine, et donc là j'ai précisé bien le sens positif de mon axe. Je peux faire disparaître ma voiture, ce qui va juste m'intéresser, moi c'est le point matériel qui la représente. Je fais apparaître sur ce point matériel le vecteur vitesse V. Par la suite, ce qui va nous intéresser, c'est la projection de ce vecteur vitesse sur l'axe OX, que l'on notera petit v, tel que est représenté le vecteur vitesse, là, cette projection serait, donc petit v serait positif. Maintenant, imaginons que la force représentée ici, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire dirigée vers l'origine, là, et bien la projection serait négative. Maintenant, je vous fais apparaître les deux forces qui sont selon la direction verticale. Donc, vous vous rappelez, c'est le poids et la réaction normale, et ces deux forces vont tout le temps se compenser. Sur une route horizontale, P et Rn s'annulent. Dit autrement, le poids est égal à l'opposé de Rn. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le poids et Rn ont la même direction, la même norme, mais sont de sens opposé. Donc dit autrement, leur somme vectorielle est nulle. Ils se compensent, ils s'annulent. Maintenant, on va prendre la première situation, et c'est la plus simple. La voiture est à l'arrêt, donc son vecteur vitesse est nul, donc sa projection sur l'axe OX est nulle. Quelles sont les forces qui agissent sur la voiture de manière horizontale? En fait, il n'y en a pas. En effet, si la voiture est à l'arrêt, il n'y a pas de force motrice et pas de force de frottement, puisque vous rappelez que RT va apparaître uniquement si la voiture se déplace dans l'air. Donc ces deux forces-là, c'est pas qu'elles se compensent, c'est qu'elles sont toutes les deux nulles. Donc conclusion, si vous voulez, si je fais la somme des forces, ce que veut dire le sigma là, donc F et RT sont nulles et ces deux forces se compensent. Elles ne sont pas nulles mais se compensent. Donc la somme des forces est égale à 0. Et à ce moment-là, ça c'est la condition pour que la voiture soit immobile. Donc la somme des forces sur la voiture s'annule. Deuxième situation, la voiture roule à vitesse constante. Donc je vous fais apparaître de nouveau notre repère ici. Le point matériel qui représente notre objet, donc notre voiture ici, qui se situe à l'origine à t égale à 0 et son vecteur vitesse. Donc voilà le mouvement de la voiture. Vous avez vu que le vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que sa direction, son sens et sa norme n'ont pas varié au cours du mouvement. Donc voilà, ce que je peux écrire ceci, V égale constante, vectoriellement. Et donc la projection de ce vecteur vitesse sur mon axe OX est aussi une constante positive, puisque vous voyez, c'est dans le même sens que l'orientation du repère. Comment doivent être les forces horizontales pour obtenir un mouvement à vitesse constante? Je vous fais apparaître ici le point matériel. Et il faut savoir que lorsqu'une voiture se déplace dans l'air, forcément il y aura ce qu'on appelle des forces de frottement. L'air va ralentir la voiture, va freiner la voiture. Donc la réaction tangentielle ou force de frottement va apparaître ici. Grâce au moteur, la voiture va générer une force motrice qui va compenser exactement ces forces de frottement pour que la vitesse soit constante. Dit autrement, F et RT doivent s'annuler.
doivent se compenser. Et comme on l'avait vu tout à l'heure pour les forces verticales, on peut dire que la force F est égale à l'opposé de la force RT. Et donc, dit autrement, la somme de ces deux forces est nulle. En conclusion, vous voyez comme on sait déjà que P et Rn s'annulent. Ici, lorsque la vitesse est constante, F et RT doivent s'annuler. Donc la somme de ces quatre forces est nulle. Donc on retrouve la même condition qu'on avait vue pour la voiture immobile. Et en fait, cette condition, on peut dire comme ça, si la somme des forces est nulle, vectoriellement, la vitesse est constante, ce qui inclut la position immobile. Cet énoncé-là, que j'ai encadré en rouge, on appelle ça la première loi de Newton ou principe de l'inertie. Troisième situation, la voiture roule à vitesse non constante. Donc je fais apparaître de nouveau mon repère ici, avec le point matériel qui représente ma voiture, et le vecteur vitesse. Voilà le mouvement que je vais considérer de la voiture. Alors, je vous le remontre si vous ne l'avez pas trop bien vu. Hop, voilà. Donc vous voyez, dans un premier temps, la vitesse ici a augmenté, puis après elle diminue. Donc le vecteur vitesse n'est pas constante. Donc sa projection sur l'axe X ne sera pas constante. On va se poser la question suivante, quel est le lien entre la variation de la vitesse et les forces horizontales? Donc vous vous rappelez, il y a deux forces horizontales, la force motrice et la force de frottement qu'exerce l'air sur la voiture. Pour répondre à cette question, on va tracer la projection du vecteur vitesse par rapport au temps. On va appeler V0 la vitesse de la voiture à t égale à 0. On considère qu'elle n'est pas nulle, une certaine valeur. Première situation, et ça correspond à la situation qu'on a vue juste avant. Si la vitesse ne varie pas au cours du temps, là je vais vous parler d'accélération, et vous vous rappelez le lien entre l'accélération et la vitesse, c'est la dérivée. Donc si je dérive une fonction constante, sa dérivée est nulle. Donc si la vitesse est constante, c'est qu'il n'y a pas d'accélération. Comment est-ce que je réalise ceci? On l'a vu juste avant. Il faut que les deux forces, donc F et RT, se compensent. Dit autrement, que leurs normes soient identiques. Si les deux flèches ont la même longueur ici, vont se compenser, il n'y aura pas d'accélération, donc la vitesse va rester constante. Deuxième situation maintenant, et c'est ce qui s'était passé entre le moment où la voiture ici est partie et à peu près à mi-chemin, la vitesse augmente. Comme l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, lorsque j'ai une fonction affine, sa dérivée, c'est le coefficient directeur. Donc là, le coefficient directeur, il est positif. La fonction est croissante, donc j'aurai une accélération positive. Et comment est-ce que je réalise ceci? En fait, il faut que la force motrice soit plus intense que la force de frottement. Donc dit autrement, la norme de la force motrice soit supérieure à la norme de la force de frottement. Troisième situation, ma vitesse va diminuer. Ce qui s'était passé entre le milieu et la fin. Là, si j'exprime l'accélération, je vais dériver cette fonction par rapport au temps. Donc vous voyez comme la vitesse la décroît, donc mon accélération est négative. Et comment est-ce que je réalise ceci? En fait, il faut que la force motrice soit inférieure à la force de frottement. Dit autrement, la force de frottement soit plus intense que la force motrice. Quel est le lien entre l'accélération et les forces? Par rapport à la diapositive précédente, on a vu que l'accélération était liée à la différence des normes des deux forces qui intervenaient d'un point de vue horizontal. Si F moins RT était positif, l'accélération était positive. Si F moins RT était négative, l'accélération était négative. Et si F moins RT est égal à 0, dit autrement, si les deux normes étaient identiques, il n'y avait pas d'accélération. Donc voilà la relation. Après, on verra pourquoi le M apparaît ici. Maintenant, je vais vous énoncer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, principe fondamental dynamique, qui s'exprime vectoriellement. En fait, vous voyez, je reprends ce que j'avais mis là, sauf que j'ai rajouté des vecteurs. Là, c'était les projections du vecteur accélération. Là, c'est le vecteur accélération qui est égal à la somme des forces, vectoriellement, divisé par la masse. La masse de mon système, cette relation vectorielle, je peux l'écrire aussi en isolant la somme des forces, en disant que la somme des forces est égale à m fois a. Donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, je relie bien la cause, que sont les forces, à la conséquence qui est l'accélération. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que pour qu'une accélération existe, il faut qu'il y ait une force, ou que la somme des forces ne soit pas nulle. Maintenant, je vais vous préciser les unités. Alors, vous voyez, volontairement, je ne montre pas sur cette expression vectorielle, puisqu'un vecteur, c'est plus qu'une norme. Donc là, en fait, je vous montre les unités sur l'expression où j'ai la projection du vecteur A et la projection des forces ici. Donc la norme du vecteur accélération, c'est en mètres fois seconde moins 2, ou mètres par seconde au carré. L'unité des forces, c'est en newton, et l'unité de la masse, c'est en kilogrammes. À présent, on va se poser la question suivante, c'est que représente la masse dans la deuxième loi de Newton? Le M qui apparaît là, quel est son sens? En fait, la réponse, c'est ce qu'on appelle l'inertie mécanique. Alors, pour bien comprendre ce terme, je vais prendre un exemple. Une poussette et une voiture.
Imaginons que la voiture ait une masse de 1000 kg, une tonne, et la poussette, on va dire 20 kg. La masse de la voiture est beaucoup plus grande que celle de la poussette. Imaginons que j'exerce la même force, donc la même cause, sur ces deux objets. Vous voyez, même direction, même sens, même longueur de flèche, donc même norme. Quelle va être la conséquence au niveau de ces objets? Donc, dit autrement, quelle va être l'accélération que va subir ces objets? En fait, vous imaginez bien la situation, l'accélération de la poussette va être grande. Dès que je vais exercer cette force-là, elle va avoir sa vitesse passer de 0 à une grande valeur. Par contre, la voiture, on va avoir beaucoup plus de mal à la mettre en mouvement. Donc là, il y aura une petite accélération. Vous voyez bien que l'accélération va être liée à la force qui va être exercée sur l'objet, mais inversement proportionnelle à la masse. Et la masse, c'est ce qu'on appelle l'inertie mécanique. Dit autrement, plus un objet a une masse importante, plus son inertie mécanique est grande. Donc j'aurai beaucoup plus de mal à le mettre en mouvement ou à l'arrêter. Imaginez que la voiture et la poussette sont lancées à certaines vitesses, vous devez les arrêter. C'est plus facile d'arrêter une poussette qu'une voiture. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle sera la plus rapide entre la balle de tennis et la boule de pétanque, sachant que la boule de pétanque a une masse à peu près 10 fois plus grande que celle de la balle de tennis. Pour cette question, maintenant qu'on a développé les outils nécessaires à formuler la réponse, on va étudier donc ce qui se passe. Donc ici j'ai représenté la boule de pétanque, ça aurait pu être la boule de tennis et le bac à sable ici. Voilà comment on traite ce problème en mécanique. D'abord, on précise les conditions de l'expérience. Donc j'ai mis ici, on lâche la balle et la boule sans vitesse initiale. Je vais vous préciser les différentes étapes qu'il faut suivre. La première étape, on définit le système. Donc le système, c'est l'objet d'étude. Donc ici, c'est ma balle ou ma boule de pétanque ou ma balle de tennis, donc qui chacune est caractérisée par une masse que je note petit m. Ensuite, je fais le bilan des forces. Alors ici, je vais négliger les forces de frottement entre la boule et l'air. Donc je vais prendre uniquement le poids. Pour appeler son expression, c'est P égale mg avec m, donc la masse de mon système. Ensuite, donc je fais apparaître ce poids ici. Vous voyez, il est vertical descendant. D'après la force qui intervient sur mon système et d'après les conditions initiales, donc là il n'y a pas de vitesse, je vais définir le repère qui correspond au mouvement de l'objet. Donc vous imaginez l'expérience, la boule là va chuter verticalement. Donc je vais choisir un repère rectiligne descendant que je fais apparaître ici. Donc orienté vers le bas, et je fixe l'origine à l'endroit où se trouve la boule à t égale à 0. Vous voyez, le centre de masse là correspond à l'origine ici. Ensuite, quatrième étape, je précise les conditions initiales. Condition initiale veut dire lorsque t est égal à 0, c'est-à-dire lorsque je déclenche le début de mon expérience. Donc à t égale à 0, la position initiale, ce que veut dire le 0 là en indice, c'est 0, puisque j'ai fixé mon origine à l'endroit où se trouve l'objet à t égale à 0. Et la vitesse initiale est nulle. Ça, c'était, vous vous rappelez ce que j'avais dit au début. Dernière étape, j'exprime la deuxième loi de Newton, qui s'exprime vectoriellement. Donc là, vous voyez, ça c'est un rappel de la loi de Newton, qui dit que l'accélération de mon système, c'est égal à la somme des forces que divisé m. Donc si je l'applique ici, la seule force c'est le poids, donc je peux remplacer somme des forces par mg, et vous voyez que là, les deux masses vont pouvoir s'éliminer, et j'obtiens vectoriellement A égale g. Une fois que je suis là, je vais faire justement disparaître ces vecteurs. Donc je vais projeter ma relation vectorielle sur l'axe de mon repère, sur l'axe OX. Donc on projette sur l'axe OX. Donc par définition, l'accélération A, j'appelle A la projection de A sur l'axe OX. Donc A vectoriellement va venir A. Et là par contre, je dois faire attention quel est le sens et la direction de G par rapport à mon repère. Donc c'est pour ça que je fais apparaître ici G. Donc G a bien la même direction que mon axe OX. Et dans le même sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de moins ici. Imaginons que mon repère soit orienté vers le haut. À ce moment-là, j'aurais dû mettre un moins ici. Là, ce n'est pas le cas, donc j'ai bien A égale G. Alors maintenant, je vais en tirer une conclusion de ça. Vous voyez que cette relation est indépendante de la masse. La masse a disparu ici, donc elle n'intervient pas. Conclusion, la balle et la boule auront la même accélération, et donc la même vitesse, et la position au cours du temps va augmenter, mais elle ne sera pas différente pour les deux objets. Conclusion, la boule et la balle vont arriver en même temps au niveau du sol. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.